Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes. C'est 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Adjus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 15 minutes les gars. Le quiz. Toujours des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, mais un peu moins, pas de joker, pas de questions twist, on est là pour 15 minutes. Que du plaisir. Et 15 minutes c'est long. On y va ? Oui. Allez, première question. Ouais. Petite question Star Wars. Ça fait longtemps. Pour commencer, ça faisait longtemps. Pour commencer, ça faisait longtemps. Oui, j'ai relu 2 fois ce que j'ai écrit. Quel personnage historique célèbre a inspiré les créateurs des personnages pour créer le visage de Maître Yoda ? Ah oui ? Eh oui. Ah bon ? Et si vous regardez bien, je vous assure que vraiment on le reconnaît. Je cherche votre baby Yoda. Il y en Il est a dans le salon. il y a un petit là-bas. Mais alors, c'est pas du tout... C'est Alors, pas flagrant. Non, sur le Baby Yoda, vraiment pas. Sur Grogu, comme on l'appelle. Non, mais dans le vrai vieux Yoda de l'époque, c'est Albert Einstein. Ouais. Si, je vous assure. Et si on prend en compte la couleur verte de Yoda, sa plus grande particularité est son intelligence. Oui, donc voilà, sûr. oui. Ce n'est donc pas étonnant que son visage soit inspiré de l'homme le plus intelligent du monde, Albert Einstein. Et c'est en 1980 que les spectateurs découvrent pour la toute première fois le célèbre personnage de Yoda dans l'Empire contre-attaque. Et c'est à Stuart Freeborn, célèbre maquilleur des années 80, que George Lucas avait confié la création du plus puissant des Jedi. Pour cela, Freeborn s'est inspiré de son visage à lui, humilité bien sûr, mais aussi de celui d'Einstein pour créer le personnage de Yoda. Et en effet, il souhaitait donner un regard intelligent aux Jedi. On peut en effet reconnaître le front ridé d'Einstein, les yeux du célèbre physicien en Yoda. Mais vraiment, je vous assure, Ok. vous prenez une photo de Yoda et une photo de Einstein et vous regardez le haut du visage, c'est le même regard, c'est le même front, c'est vraiment... et même un peu la coupe aussi, les quelques cheveux qui restent à Yoda. Non, c'est impressionnant. Voilà, comme ça vous le savez. Ok, très bien. Voilà, pour Noël, comme ça vous pouvez balancer ça. Avec plaisir. Ouais. Une autre petite info inutile que vous allez pouvoir balancer à Noël. On passe de George Lucas à son ami Steven Spielberg. En 2002, il a enfin terminé ses études après les avoir mis en pause pendant 33 ans. Quand même. Eh ouais, diplômé de Cal State, l'université d'État de Californie, Spielberg a rendu l'un de ses films comme projet de fin d'études. Tranquille. Lequel de ces films ? Sympa comme fin d'études. Bah ouais. Ok. Bon, en plus, je vois le film. Ça a été un petit succès. Oui. Ouais. Mais c'est un peu salaud pour les autres, quoi. C'est vrai. T'as rendu quoi, toi ? Bon, bah. Moi, j'ai un petit court-métrage de merde. Voilà. Et toi ? J'ai fait la liste de Schindler. Bon, ça a l'air pas mal, hein. Il est donc diplômé en art du cinéma et électronique média. Ok. En 69, il avait abandonné ses études pour signer un contrat avec Universal afin d'y réaliser des shows TV. Il était alors devenu le plus jeune homme de l'histoire à signer ce genre de contrat. La liste de Schindler, c'est un film américain réalisé donc par Steven Spielberg, sorti en 93. Il s'agit d'une adaptation du roman biographique La liste de Schindler de Thomas Kennedy. Avec dans les rôles principaux les acteurs Liam Neeson, Ben Kingsley et Ralph Fiennes. Le film décrit comment Oskar Schindler, un industriel allemand réussi pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé environ 1200 juifs promis à la mort dans le camp de concentration de Plaszow. Ouais. Sans pour autant occulter les travers et ambiguïtés d'un espion de l'Abwehr et membre du parti nazi. Très bon film. Oui, un peu, quand même un petit peu tristoun. Oui, mais bien sûr, mais bon, c'est un bon film. C'est un bon film. Alors, il est sorti en 93, mais il l'a rendu en 2002. C'est-à-dire, donc c'est pas fait chier, quoi. Non, Ok. Effectivement. Mais voilà, comme quoi, si vous avez arrêté vos études, faites des films. Voilà. Et 33 ans plus tard, vous allez réussir à être diplômé. Il y a peut-être un bel avenir pour vous. Pas tout de suite, mais plus tard. Question numéro 3 déjà. Ça va vite. Incroyable. Oh, comme tu vas vite. Oh, question pas facile. Comment appelle-t-on la capsule et le fil de fer qui va avec, qui se trouve autour du bouchon de champagne et qui permet de maintenir le bouchon sur la bouteille, malgré la pression, bien sûr. Je ne savais pas, j'ai appris ça dans le journal de TF1, journal de 13h, comme ça vous savez tout. Et ça peut être en plus, je me suis dit que c'est avant Noël, comme ça Bien sûr. À l'apéro, vous êtes à table. Ah, mais dis donc, tu peux me donner le muselet, s'il te plaît ? Le muselet, c'est comme ça qu'on l'appelle. On joue avec, on fait des chaises, on fait des animaux avec. Vous avez jamais fait ça ? Non, moi j'ai pas ce talent créatif. Moi je les tords. Bah, c'est bien déjà. Oui. Voilà.
Le muselet, donc c'est la capsule de champagne, notamment appelée plaque de muselet. C'est une rondelle métallique qui se trouve au sommet d'une bouteille de vin mousseux, de bière ou de cidre aussi. Sa fonction est de reprendre l'effort de maintien du muselet en protégeant le bouchon des contraintes qui pourraient le déchirer. Waouh. C'est joliment dit. Ouais, c'est joliment dit. Depuis que cet objet est personnalisé par les maisons de champagne, il fait l'objet d'une collection. Ça s'appelle la placomusophilie. Ok. Voilà, ça aussi vous pouvez sortir si vous voulez. Oui, je suis placomusophile. Tu me donnais le muselet, s'il te plaît, tonton. Parce que je vois toujours un tonton un peu bourré. Pas chez nous, mais oui, enfin, c'est-à-dire que c'est plus ou moins nous, mais on n'est pas tonton, mais je suis. Bon, d'accord, c'est un peu notre rôle. Bon, il se compose en 3 parties. Une ceinture en fil d'acier. Ouais. Voilà. Un corps ou cage composé de 4 pattes et d'une tête en tête d'acier. Voilà. Et une plaque de muselet. Une plaque en fer blanc verni, lithographiée ou même estampée. Et c'est Dom Pérignon. Ah si, Dom Pérignon. Oui, qui, d'après la légende, pas sûr, a eu l'idée de remplacer des chevilles de bois entourées de chanvre imprégnées d'huile, puis cachetées de cire par un bouchon de liège. Cette idée lui serait venue en voyant les moines de retour de Compostelle en Espagne qui les utilisaient pour la fermeture de leurs gourdes. Voilà, donc donc il a rien inventé, quoi. Il a volé. Oui, voilà, voilà. C'est l'arrêt du Conseil du Roi du 25 mai 1728 autorisant le transport des vins mousseux en flacons qui peut être pris comme première date pour la problématique du maintien du bouchon sur le dit flacon. Parallèlement, l'utilisation du liège pour le bouchon, le bouchage des flacons est recommandé dès 1818. Ok. Beaucoup d'infos. Que vous ne retiendrez pas. On peut remarquer quand même que les moines nous ont quand même beaucoup aidé au niveau de l'alcool, les bières, les bouchons. Et merci pour heureusement que les mecs avaient envie de picoler. Merci les gars. Brian May. Bien sûr, connu pour avoir été le guitariste de Queen, bien sûr. Cependant, il est également docteur. Ah ouais, c'est un épisode spécial études. Ah, c'est vrai. Si, c'est vrai, il est docteur, mais dans quelle matière a-t-il obtenu son doctorat ? Et ça, c'est plus étonnant. Ouais, je savais. Parce que j'aime bien la musique, ah oui, c'est ma passion, c'est mon métier. D'éléphants dans les Vosges, là non, mais... Dans les Vosges. Ouais. Ah, au Grand Ballon, les fameux éléphants du Grand Ballon. Il est astrophysicien. Oui. Brian May, né le 19 juillet 1947 à Hampton Hill en Angleterre, au sud-ouest de Londres, musicien, chanteur, auteur, compositeur et astrophysicien britannique, cofondateur et guitariste du groupe rock Queen avec le batteur Roger Taylor et le chanteur, bien sûr, Freddie Mercury. Ils sont ensuite rejoints par le bassiste John Deacon. Oui. Il annonce le 24 juillet 2007 son intention de soutenir dans les 2 semaines sa thèse en astrophysique intitulée Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. Voilà, ça aurait pu être un titre de chanson. C'est vrai. Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. Ouais. Vitesse radiale dans le nuage de poussière zodiacale. C'est beau. 30 ans après l'avoir commencé, encore une fois. Et ouais. C'est fou. Et Brian May remet sa thèse le 3 août 2007. Bon, vraisemblablement, il l'a obtenue, je sais pas quel jour. Et si, finalement. C'est la ligne d'après. Et voilà. Oui, mais je l'ai copié-collé il y a longtemps. Il obtient son doctorat le 23 août 2007 à l'issue de son grand oral. Sa thèse de 48 000 mots avait été abandonnée dans le grenier de sa maison du Surrey en 1974 quand May a délaissé ses études pour se consacrer au groupe Queen. C'est incroyable. Et elle montre que les nuages de poussière du système solaire se déplacent dans la même direction que les planètes. Et il est quand même diplômé donc en 2008 au Royal Albert Hall, qui est l'une des salles légendaires de Londres. Vous étiez au Royal Albert Hall ? Ouais, c'est magnifique. Vous allez faire quoi au Royal Albert Hall ? Je suis allé voir un concert des Horrors. Oui, bon, écoutez. Bah, c'est magnifique. Je pense qu'il a déjà joué en plus au Royal Albert Hall. Et là, il repart avec le... C'est fou, hein. Eh oui. Ouais, c'est une belle histoire, ça. Bravo Brian et bravo Christophe. Oui, bon, je suis pour rien. Question 5. Allez, petite question Noël. C'est un peu l'époque, si vous nous écoutez là tout de suite. Si vous nous écoutez en juillet, c'est pas forcément le cas. Avec l'un des nombreux classiques de l'époque des fêtes de fin d'année. Maman, j'ai raté l'avion, bien sûr. Il a raté l'avon. L'avon, oui, bah oui, bien sûr. L'avion, c'est mieux ? Oui. Merci. Dans quelle ville se trouve la maison de Kevin McAllister ? Pas facile. Ah non, c'est chaud. Ouais, c'est pas facile. Si vous avez la grande ville de la grande ville. c'est dans la banlieue d'une grande ville. Mais par contre, si vous avez la ville, la vraie, chapeau. Ah ouais, non, là c'est dur. Chapeau. C'est dans la banlieue de Windy City. Windy City. Ah. Oui, la ville des vents. Ah ouais. OK. Ou du vent d'ailleurs. La ville venteuse. La vent. Windy City, Chi-Town. Il y en a d'autres encore des. Il y en a plusieurs, mais je les ai oubliés. Bon, banlieue de Chicago. Ouais. Fameuse Windy City. Oui. Ouais, bien sûr. Chi-Town. Et la vraie ville, c'est Winnecta.
Ok. Winectar. Ouais, ça sonne comme un médicament. Oui, c'est vrai. Bah, si par exemple vous avez une T'as pris ton gastro... Winectar ? Ah oui, bah je suis beaucoup moins. Pardon. Qu'est-ce qui pas me vous prend ? empêcher. Bah, qu'est-ce qui vous prend ? C'est le naturel qui revient au galop. Ouais, pardon. Maman, j'ai raté l'avion, bien sûr. L'avion, je vais y arriver. Non. Home Alone est une comédie familiale américaine réalisée par Chris Columbus. Et il a réalisé beaucoup de choses, Chris Columbus. Ah bon ? Oui. Sorti en 1990. Le film connaît plusieurs suites. Maman, j'ai encore raté l'avion. Maman, je m'occupe des méchants. Maman, je suis contre tous. Et maman, la maison est tentée. Je suis seul contre tous. Oui, bon, je lis mal. Et il y a une 6e volet, Maman, j'ai raté l'avion. Ça recommence, qui est sorti sur Disney+. On en a parlé 1000 fois. Je vous raconte l'histoire ? Bah Non. oui, parce qu'on a le temps un petit peu. Oh, non, bah vous voulez ? D'accord. Bon, bah la famille McAllister prend l'avion pour Paris pour y passer les fêtes de Noël. À bord, Kate McAllister s'aperçoit qu'elle et toute sa famille ont laissé chez eux le Benjamin Kevin, âgé de 8 ans. Kevin. Voilà, bah c'est ça. Principalement tourmenté par ses frères et sœurs, il est shérif. Non, même il est chétif. Putain. Je suis shérif, les gars. Ah ouais. Il est chétif, insouciant et effrayé, particulièrement par son voisin, le mystérieux père Marley. Voilà, qu'on appelle Bob, ainsi que par la chaudière de la cave dont le grondement et la grille qui s'ouvre et se ferme toute seule lui font très peur. Et cette scène me faisait peur quand j'étais petit. Voilà. Mais aussi, il est aussi intelligent et débrouillard, ce petit Kevin. Alors que sa famille essaye de l'aider depuis Paris et que sa mère essaye de retourner auprès de lui, Kevin est fort content de s'être débarrassé de sa famille qu'il supporte difficilement et qui le met parfois à l'écart en raison de sa position de Benjamin. Ouais. Vous voulez la suite encore ? Non, mais alors il y a les casseurs flotteurs, bien Oui, sûr, voilà, et casseurs-flotteurs. l'acteur principal, enfin l'acteur des casseurs flotteurs, Joe Pesci, Oui. qui était très vulgaire pendant le tournage. Parce qu'il il est très vulgaire dans la vie, visiblement, et bien que ce soit un film familial, il pouvait pas s'empêcher de dire des insanités entre les prises et tout ça. Ah, entre les prises, parce que... Non, dans le film, il n'y a pas Oui. tant de F-word ou de choses dans le genre, là, mais voilà, maman, j'ai raté l'avion. Et j'aime beaucoup cette image où il rentre avec 2 sacs de course blindés et on dit, vous vous rendez compte, il a acheté ça, je sais plus, pour $5. C'est ça. Et c'est pour montrer qu'effectivement, à l'époque, ça coûtait pas cher. Ça coûtait pas cher. Allez, dernière question, on y va. Et pareil, on a un petit peu de temps, vite fait. Oui. L'une des intrigues du film, c'est que le téléphone est pété. Sauf qu'à un moment, il commande une pizza. Ah oui, c'est vrai. Ouais, l'explication, elle est où ? Parce que les parents peuvent pas appeler à la maison. Ah oui. Et oui, parce que leur téléphone est en dérangement. Mais comment il fait alors ? Bah, je sais pas. Charlie, musique. Oh yeah. Vous connaissiez ? Non. J'ai découvert. On y va ? Vous connaissez cette série et vous connaissez parfaitement la version française de ce générique. L'avez-vous reconnu avec la version originale ? De quelle série donc s'agit-il ? Il y a un indice, il y a des bruits un peu qui peuvent vous amener sur la série. Non, je connaissais pas, vous connaissiez vous ? Oui, parce que vous en avez déjà parlé. Exactement. Eh oui, dans la spéciale générique, bien sûr. C'est très funky, hein. Starsky et Hutch. Ouais, c'est fou. Donc on se dit quand même que la VF est vachement plus catchy. Oui, vous voulez la VF ? Voilà, bam ! Et vous savez quoi, si on met les deux ensemble... Attendez. Parce que là, c'est de la merde. Et bah même quand il chante, c'est encore de la merde, voilà. On en avait parlé il y a pas longtemps et je voulais donc tester vos oreilles. Alors, vous préférez l'original ou la VF ? N'hésitez pas à nous le dire. Oui. Starsky et Hutch, série télévisée américaine, 92 épisodes, 48 minutes, avec un pilote de 70 minutes créé par William Blinn et diffusé du 30 avril 75 au 15 mai 79 sur ABC. Encore Paul Michael Glasser qui interprète Dave Starsky, David Soul qui joue Kenneth, c'est son nom, Hutchinson, d'accord. Donc Starsky et Hutch, Bernie Hamilton, le capitaine Harold Dobé, et Antonio Fargas, un légendaire Huggy les bons tuyaux Jackson, et Richard Ward, qui alors pourquoi il joue le capitaine Dobé dans le pilote, d'accord, et dans le rôle de Julius T. Washington dans la saison 4 épisode 17. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ce personnage. Il a pas été et sinon pas trop... pour les doublages quand même, Starsky c'était Jacques Balutin, d'accord, et Hutch c'était Francis Lax, deux légendes du doublage. Jacques Balutin, oui, bien sûr, très célèbre comédien,
Et voilà, Francis Lax qui jouait Hutch, qui interprétait Hutch. Eh ben écoutez, on est très heureux d'avoir découvert la version originale. Attention, on a plus que 10 secondes. Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce 15 minutes les gars. Merci à vous, le quiz. Bisous.